Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio 666 en compagnie d'Anaïs et vous écoutez Les mots passants, l'émission à la page qui vous fait découvrir les auteurs du livre de Normandie. Celles du jour et les précédentes peuvent être réécoutées et partagées sur ma chaîne YouTube, Anaïs Lemoine comme d'habitude, et là-bas vous trouverez également tous les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet. Le mois dernier, c'était une spéciale poésie avec Alexandra Gerbeau, autrice de S'éveiller dans le noir, et ce mois-ci, on est sur un tout autre genre, le manga. Et pour en parler, j'ai invité des experts, car si vous habitez à Caen, vous avez au moins entendu parler de cette librairie emblématique de la bande dessinée japonaise. Il s'agit évidemment du Bazar du Bizarre, situé place des 4 ans et représenté aujourd'hui par Julia et Abel. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Abel et Julia, vous faites partie de l'équipe des libraires qui savent si bien nous conseiller. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et nous dire aussi comment vous êtes devenu libraire ? Je vais dire honneur à Abel, du coup. Ok. Alors, moi, je m'appelle Abel, enchanté, bonjour. Comment je suis devenu libraire ? C'est un parcours quelque peu chaotique. T'es tombé dedans quand t'étais petit, non ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit grâce à... Parce que j'ai deux grands frères. Moi, je lis du manga, du coup... je lis tout court de la BD depuis que je suis gamin, donc comme énormément de monde. Et mon grand frère, donc Ismaël, dédicace à lui, a travaillé avant moi au Bazar du Bizarre. Il est arrivé au milieu des années 2000 et il a travaillé là-bas pendant une quinzaine d'années. Donc moi, une fois que j'étais à Caen, j'étais souvent fourré au Bazar du Bizarre. À côté de ça, moi j'ai eu un parcours professionnel un peu... chaotique, comme j'avais dit avant. Et quand il devait y avoir quelques remplacements, parfois des petits coups de main de Noël, j'ai travaillé en pointillé au bazar. Et quand, à un moment donné, Julia a repris, donc, est devenue responsable, ils avaient plus ou moins besoin de quelqu'un. J'ai recommencé en renfort de Noël. Et du coup, grâce aux efforts de Julia et des gérants, j'ai pu être pérennisé dans ce poste. Alors, voilà. Je tiens à dire quand même que Abel se sous-estime, parce que là, on a l'impression qu'on avait besoin du premier quidam venu et qu'on l'a ramassé au coin de la rue. C'est pas ça du tout. Abel a une énorme culture manga, en fait, et ça fait de lui vraiment un expert sur tout ce qui est années 80, 90, etc. Et en plus, il continue énormément à lire, et il a toujours des avis très pertinents, et comme on lit pas du tout les mêmes choses, ça permet à l'équipe d'avoir des points de vue différents, et il dit des choses que moi, j'aurais pas forcément été chercher, et inversement. Oui, on est plutôt complémentaires dans l'équipe. Et ça, c'est l'intérêt d'une librairie, c'est de ne pas avoir que des libraires qui lisent par exemple que de la littérature générale, mais d'avoir des spécialités un peu chacun. Et ce serait quoi ta spécialité du coup ? Ce serait années 80-90, c'est ça ? Ouais, moi je suis assez... j'aime beaucoup en fait les shonen des années 90, parce qu'en fait c'est avec ça que j'ai grandi. Tout ce qui est fin des années 80, début 90. Je lis encore beaucoup de shonen actuels, et aussi tout ce qui est... manga, les one-shots d'horreur ou les séries courtes, horreur, seinen, c'est les trucs que je préfère. J'aime bien les séries courtes aussi, parce que je m'engage jamais sur une série longue, parce que déjà ça se dévore et j'ai trop le seum quand j'en finis une. Ça m'a fait ça avec Full Metal Alchemist. Mais j'adore les one-shots et ouais, j'aime bien ce format-là. Et puis généralement aussi, commencer une série, ça veut dire attendre les tomes d'après. Comment dire que la frustration, c'est pas un sentiment que je maîtrise très fort. Pour le coup, ça c'est très vrai dans les shonen justement, qui ont tendance à durer dans le temps. Durer dans le temps. Et toi, Julia, c'est quoi ton parcours ? Alors moi, à la base, je suis archéologue, donc rien à voir avec les livres, mais j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était passionné de bande dessinée en tout genre quand j'étais petite, et donc il m'a très vite mis au Strange, au Marvel, etc. J'ai commencé avec les comics, et puis j'avais la chance d'habiter à Paris, donc d'avoir un des premiers manga stores, d'habiter dans le quartier du 11e arrondissement où il y a eu les premiers manga stores, Tonkam, etc. Du coup, j'ai très vite découvert, j'ai très vite aimé. Je suis de la génération de toute façon Dragon Ball. Voilà, et après j'ai eu la chance donc de déménager ici dans le Calvados et de trouver une place au Bazar du Bizarre, et du coup de me mettre à fond dans les mangas. Et du coup j'ai bossé avec le frère du coup d'Abel qui m'a aiguillée. En fait, quand je suis arrivée, moi j'avais mes repères sur les mangas, ce que j'aimais plutôt déjà de l'indé, plutôt le studio Clamp, des choses comme ça. Et en fait son frère et mon ancien responsable m'ont dit voilà, nous on aime ça. Donc j'ai lu plein de trucs,
Et puis maintenant, voilà, moi aussi j'ai mon petit domaine de prédilection, c'est-à-dire qu'au bazar, vous me retrouverez plutôt en conseil, vous retrouvez des petits post-it lapins, c'est moi, petit post-it lapin, et c'est plutôt du conseil sur tout ce qui est tranche de vie, one-shot, yuri, yaoi, voilà. Moi, j'aime bien l'indé. Alors, j'aime bien aussi le mainstream, mais c'est vrai que je me retrouve plus sur des titres indépendants et parce qu'il faut les défendre un peu plus. Et moi, j'aime bien aller chercher des petites pépites. Voilà. Vous avez abordé pas mal de vocabulaire manga. Abel, toi, t'as parlé de shonen, Julia de yuri. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu les termes? Je pensais à shoujo, seinen, shonen, ecchi et yuri, yaoi, ce genre de choses, la base, on va dire. Oui, bien sûr. Vas-y, commence par shonen. Alors le shonen, à la base, c'est un mot japonais pour désigner les jeunes garçons. Et du coup, c'est du manga qui est à la base destiné aux jeunes garçons entre, on va dire 13 et 18 ans à peu près. C'est beaucoup des histoires d'amitié avec un héros qui finit en tout cas par découvrir qu'il est élu parce qu'il a une force que d'autres n'ont pas. Et voilà, ça valorise l'effort, l'amitié, tout ça. Il y a un côté quête initiatique, chemin de progression, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, au Japon, le manga est assez classé, puisqu'en fait, on doit pouvoir trouver un manga pour chaque personne et sur chaque sujet. Donc après, les trois grandes catégories, donc Abel a déjà évoqué le shonen, ensuite on a le seinen, qui en fait va aborder des thèmes qui va être plus à la base plus pour les adultes, et donc, mais ça aborde une variété de thèmes assez énorme, puisqu'on va passer du policier, suspense, horreur, jeu de mort, jeu de massacre, tout ça. On va passer vraiment par beaucoup de choses, et après, même dans le seinen, il y a des sous-catégories, entre guillemets, puisqu'on va aborder justement dans le seinen la tranche de vie, ou justement, le yuri, en fait, c'est du girls love. Alors c'est moins connu, il y a moins de titres chez nous que le yaoi, parce que le yaoi, il y a beaucoup de fans. Ma sœur, celle qui vous dévalise le rayon. Désolé, ma sœur. Non, mais c'est très bien, parce que nous, moi quand je suis arrivée sur Caen, on avait au bazar, il y avait un petit rayon yaoi, et en fait je sentais qu'il y avait une demande des clientes, parce que c'est pas un genre qu'on trouve facilement en boutique. Non, vraiment pas. Et pourtant Caen est quand même une grande ville, et moi j'ai des clientes qui viennent de Falaise ou qui viennent du Havre. Et puis il y a beaucoup de librairies. Quand je crois qu'au nombre d'habitants, c'est celle qui a le plus de librairies. Oui, on est France. Très chanceux. C'est vrai que c'est très très chouette. Ouais. Mais c'est vrai que l'offre sur certains types de titres est moins disponible, parce qu'on les trouve sur internet, mais c'est vrai que les clients aiment bien venir feuilleter, et du coup on a agrandi le rayon, et une étagère on est passé à une demi-bibliothèque, et puis voilà, puis ça continue à grandir, même 3/4 de bibliothèque. Et là du coup ça va être du boys love. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le shoujo traditionnellement c'est un peu la catégorie délaissée, puisque c'est les couvertures roses, le côté un peu guimauve. Mais ça c'est ce que je dis assez souvent, c'est que le shoujo au Japon c'est plus que ça. En France, les éditeurs ils ont tendance à ranger c'est assez restrictif en France. C'est ça, ils prennent le côté shoujo au pied de la lettre, et shoujo c'est l'inverse c'est le contre-pied du shonen, c'est la jeune fille. Et du coup effectivement il y avait beaucoup de couvertures roses, beaucoup d'histoires d'amour un peu mièvre et tout, alors que le shoujo c'est plus que ça. Voilà, c'est comme il y a plein de trucs dans le shonen, il y a aussi plein de trucs différents dans le shoujo. Au Japon, en fait, il y a des recueils en fait dans lesquels sont publiées certaines histoires, et en fait, c'est pas forcément publié dans des recueils que d'amour ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas la même façon de publier au Japon qu'ici. C'est ça. Nous, on a des séries qu'on voit arriver en magasin sous un label seinen ou shonen, ou même horreur, et qui au Japon sont prépubliés dans un magazine shoujo. Par exemple, les histoires courtes d'horreur de Junji Ito, il y en a beaucoup qui sont prépubliés dans des magazines shoujo, donc destinés en fait, quelque part, ça va être moins genré. Au niveau sur les décisions éditoriales françaises, souvent il y a on va mettre du rose parce que c'est pour les filles, ou du violet, ou des couleurs pastel, voilà. C'est vrai que si on regarde le shoujo en France, pour moi c'est la romance, c'est la romance, donc à partir du moment où même s'il y a de l'aventure ou quoi que ce soit, si la romance prédomine, je pense que c'est ça qu'on différencie. Est-ce que les catégories un peu plus adultes, souvent c'est le yuri, c'est le yaoi, mais il y a aussi le eishi et le hentai. Aussi, Vous en avez, il me semble, en librairie. Vous pouvez définir aussi ces deux termes-là? Alors le ecchi, moi je le traduis en français par sexy. Ça va être de la comédie, souvent on a des choses assez...
on va avoir du harem, par exemple, avec un garçon lambda qui va se retrouver malheureusement poursuivi par toute une corolle de jeunes filles en fleurs, voilà, et avec dans des situations toujours un peu drôles, sans que ça devienne forcément trop... Lovina, c'en est un bon exemple. Toujours prétexte, voilà, à montrer des jeunes filles dans des positions suggestives, mais sans justement dépasser, sans aller jusqu'au hentai, qui est du porno. Ouais, c'est de la pornographie en manga. Alors après, nous, je tiens à préciser, on a un rayon hentai et on n'en a pas honte. On est même, bien sûr que non. On peut même... Non, parce que des fois, on voit la clientèle qui hésite. Voilà. Et nous, on a pour le coup deux de nos collègues qui sont qui les lisent tous et qui sont toujours prêts à conseiller dessus. Et on fait un tri, en fait, au niveau du hentai. Parce qu'on met un point d'honneur à jamais avoir de hentai de viol ou de hentai bien sûr, qui toucherait... qui pourrait être trop trigger. Qui pourrait être un peu... Ça va pas être explicite que c'est des jeunes filles très jeunes, mais il y a cette catégorie-là et nous, on va pas avoir ça. On va avoir que des hentai qui sont pour le bonheur et le plaisir de tout le monde. À partir du moment où ça met en scène de la pseudo-pédopornographie et de la culture du viol, c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup. Déjà, en général, dans le manga, on en retrouve pas mal, mais dans le hentai, c'est quand même bien prédominant. Est-ce qu'on retrouve tous ces genres au Bazar du Bizarre ? Alors, on a parlé de shoujo, de yuri. Est-ce qu'il y a des genres qu'on n'a pas encore évoqués, qu'on trouve... Alors, il y a le josei, qui est pour le coup de la romance tranche de vie un peu plus adulte, puisqu'en moyenne les personnages dont ça va parler vont être un peu plus dans la trentaine ou la fin de vingtaine, mais on va plus être dans la romance de lycée ou collège. Et c'est pas mal parce que ça permet d'aborder pas mal des faits de société comme le harcèlement ou il y a un très bon manga qui parle du harcèlement au travail ou des traumatismes qu'on peut avoir suite à des relations, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir encore ? En dehors du manga aussi. On va avoir le kodomo aussi, puisqu'on va avoir tout ce qui est pour les enfants, les petits trucs mignons à base de chi. Ah oui, c'est le petit chat, ça. Oui, ça. Oui, c'est très on a beaucoup de titres avec des petits chats, des très petits chats. Alors après on fait effectivement, alors là c'est plus du manga, mais on fait du comics. On fait du comics. Et on fait aussi du roman fantastique, des jeux de société aussi, des figurines. Non, on fait pas de dark romance. On fait pas de dark romance parce que la dark romance, ça met en scène des relations malsaines et les gens veulent pas. Non, on va avoir de la romantaisie. La romantaisie. La dark romance, on en retrouve déjà pas mal dans le young adulte. On va faire du young adult aussi, mais c'est vrai que pareil. En fait, l'avantage d'avoir la main sur ce qu'on commande et ce qu'on met à disposition des gens, c'est qu'on va essayer de se retrouver aussi dans les valeurs de ce qu'on va proposer aux gens. Et j'ai pas envie de retrouver des jeunes filles de 13-14 ans qui vont avoir accès à des choses qui mettent en place des relations malsaines. Moi, j'ai grandi justement avec... alors, les mangas, quand j'étais ado, moi, c'était plutôt les sites de scan. Bon, c'était pas très légal, mais c'est vrai qu'il y avait Scan Manga, il y avait Lecture en ligne aussi qui a fermé. Et donc, j'ai grandi avec tous les mangas qui étaient mis à ma disposition. C'est vrai qu'il y a pas mal de relations toxiques. Donc, j'ai grandi avec les modèles de relations toxiques, le bad boy, la jeune fille qui, quand elle enlève ses lunettes, en fait, elle est super sexy. Alors que les lunettes, c'est quand même super sexy. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est vrai que c'est bien de proposer aussi des choses qui sortent de ces codes-là pour offrir des nouveaux exemples aux générations suivantes. Donc, je pense qu'on a appris, nous, de nos erreurs. C'est ça. Maintenant, l'offre est quand même plus large. On a quand même accès à plus de choses. Et nous, on est toujours à disposition aussi des parents parce que des fois, les parents, ils savent pas forcément, en fait. Ils ont leur enfant qui leur demande un manga parce que ce manga-là, tous les gamins de l'école de leur fils ou de leur fille est en train de le lire. Et en fait, ils se rendent pas compte. Et moi, des fois, on a pu avoir des gens qui arrivaient et faisaient « Oui, c'est pour mon fils. » Donc, vous voyez le petit qui doit avoir, 8 ans. « Je voudrais Berserk ou l'Attaque des Titans. C'est pour lui. » Et là, on se permet de dire « en fait, je crois que ça va pas être adapté. » Et c'est vrai que les parents sont à l'écoute parce qu'en fait, ils le disent eux-mêmes, ils savent pas, quoi. C'est normal. Oui, c'est... Ma grand-mère, elle
elle voulait m'offrir aussi pas mal de mangas quand j'étais ado. Et ceux qu'elle m'a offert étaient vraiment très bien, mais sauf qu'elle m'offrait toujours des tomes 4 et elle prenait jamais le premier. Donc je peux vous dire que pareil, la frustration là, Ouais, c'est bon. Mais merci mamie, j'ai découvert plein de trucs très cool grâce à toi. Et comment êtes-vous entré dans l'univers du manga, c'est-à-dire le premier manga par exemple que vous avez lu, c'était lequel si vous vous souvenez? Moi forcément c'est Dragon Ball. Parce que je suis né en 86, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée. Et je regardais Dragon Ball, il y avait les Chevaliers du Zodiac, mais le premier que j'ai lu, c'était vraiment Dragon Ball. Après, le premier manga qui m'a montré qu'il y avait autre chose que Dragon Ball dans le manga, c'est Yu Yu Hakusho. C'est quoi Yu Yu Hakusho? Et c'est la première série en France, si je dis pas de bêtises, de Yoshihiro Togashi, donc qui est l'auteur de Hunter x Hunter, qui est un manga très très bien. Et Yu Yu Hakusho, alors c'est du shonen très classique au début. On va avoir avec un jeune garçon qui devient détective pour les instances célestes, pour arrêter des monstres et des démons. Ça se transforme assez vite en manga de baston et de tournoi. Mais il y a plus que ça derrière, et surtout il y a un dessin qui évolue au fil des 19 tomes, et c'est assez incroyable. Lisez Yu Yu Hakusho. Voilà. Je note. Et toi Julia? Moi, je suis de la même génération qu'Abel, donc du coup, j'ai aussi grandi avec le Club Dorothée et puis avec M6 Kids, si je me souviens bien, ça s'appelait comme ça à l'époque, donc Cardcaptor Sakura, oui. Voilà, les dessins animés comme ça. Mais alors, le premier dont je me souviens vraiment, parce que je me souviens l'avoir acheté avec mes sous que j'avais économisés, c'était Chobits, du studio Clamp. Oui. Et je me souviens d'avoir été... moi, je suis toujours très sensible au dessin. C'est-à-dire, si le dessin ne me plaît pas, je ne peux pas lire l'histoire. Je suis bloquée. Ouais. Et Chobits, j'avais été époustouflée par ce graphisme qui était fou pour moi. Et puis des histoires. Puis après, j'ai continué avec XXXolic, des choses comme ça. Puis après, j'ai découvert d'autres choses. Mais c'est mes souvenirs d'enfance. Et du coup, c'est vrai que je fais pas partie de la génération Club Dorothée. Moi, je suis de 96, donc la génération d'après. Mais par contre, ma mère, elle est de cette génération-là, et donc elle gravait des DVD. Encore une fois, l'illégalité. Bon, ça doit être quelque chose dans notre famille. Mais donc j'avais Sarah et la passion du théâtre. Je sais plus, celle qui fait de la gym. J'avais aussi Détective Conan, Albator aussi. Bon, ça c'est dans mon sang, ça. Mais en version papier, le manga, j'ai vraiment découvert ça avec Fruits Basket de Natsuki Takaya, si je dis pas de bêtises. Et ça, pareil, c'est du shoujo. Alors, je me souviens plus de ce que ça raconte vraiment, et je suis en train de me les racheter au fur et à mesure. Comme ça, je recommencerai tout du début, parce que j'ai jamais su la fin. C'est sur l'astrologie, il me semble que c'est la base du manga. Il y a un délire avec l'astrologie. Ouais, dans la version illustrée, de toute façon, de l'émission sur YouTube, je vous mettrai un résumé de Fruits Basket. Et puis, alors, question suivante, est-ce que vous avez déjà pensé à écrire ou dessiner du manga ? Non. Absolument pas. Ça requiert des talents que je n'ai pas. Ouais, c'est ça. Non, puis je pense que... Ouais, mais non. Les lire et les conseiller, les apprécier, ça me suffit. Non, écrire, alors... Non, nous, on est du côté où on juge. Ouais. On prend le manga et puis c'est pas joli. Alors, autant je serais plus apte à écrire, mais non. Et non, dessiner, non, absolument pas. Ça... Quand j'étais ado, le dessin, c'était ma deuxième passion après la lecture et l'écriture. Et c'est vrai que j'ai dessiné du manga. C'était dégueu. Alors, quand j'étais en primaire, oui, je l'ai fait aussi. Je dessinais parce que j'avais un bon coup de patte. Je me souviens qu'un de mes amis, Morgan, dédicace à toi si tu nous écoutes, on s'amusait dans la cour de récré à dessiner, donc à reprendre du Dragon Ball. Qu'on vendait à nos amis, soit contre un franc ou deux, soit contre des bonbons ou des gâteaux. Businessman. On réussissait à se faire apprécier comme ça dans la cour du primaire. Donc le dessin, l'écriture non, mais par contre le conseil, c'est votre truc. Ouais. Okay. Pour le coup, je pense que le libraire, tu me diras si t'es d'accord, mais la librairie, c'est une vocation.
C'est tu l'as ou tu l'as pas, parce que c'est pas forcément un métier où les gens se rendent compte du boulot qu'il y a. Clairement. On se dit, t'es libraire, c'est cool, tu lis des livres. Et donc du coup, alors oui, mais pas que. Oui, mais j'en lis énormément. Je rentre tous les soirs avec des piles sous les bras. Et puis surtout, on lit pas forcément que des trucs qu'on aime. C'est ça, on lit beaucoup de choses, mais c'est vrai que nous, en tout cas moi je vois le métier comme ça. Un jour j'ai un collègue libraire qui a dit on est des passeurs de mots, et en fait j'ai trouvé ça super super joli, et je le vois comme ça. Moi quand je non, sans déconner. Quand je mets un livre dans les mains de quelqu'un, je lui dis toujours revenez me voir, que ça vous ait plu ou pas plu, on en discutera. Et en fait, ce que j'aime avec le livre, c'est la relation que ça met entre deux personnes qui ne seraient pas forcément parlées, qui ne seraient pas forcément connues, et puis qu'elles échangent autour de ça. Et ça crée du lien. Et moi, c'est ça que j'aime dans la librairie, quoi. Mais quand j'avais invité Corentin Huet pour la première émission, du coup, qui est libraire, en plus d'être écrivain, au Bouillon de Culture, on en avait un peu parlé aussi, parce que personnellement, j'ai fait pas mal de stages dans les librairies cannaises. Et certes, on conseille des livres, mais par contre, on fait du réassort, on range beaucoup les livres, on fait de la vente. Enfin, il n'y a pas que, lire des livres. Il y a beaucoup de manutes. C'est pour ça que ça des fois, il y a des stagiaires ou des jeunes qui veulent faire ce métier qui déchantent un peu. Oui. Parce qu'ils s'imaginent que c'est forcément que le fun, mais c'est pas que le fun, il y a aussi la manutention. Non, moi je trouvais ça fun, j'ai adoré faire ça. C'est même, en tout cas moi je parle de mon point de vue, pour l'instant le métier de libraire c'est plus de la manutention effectivement que même du conseil client. En fait le conseil, on fait ça, c'est la partie préférée, c'est ce pourquoi on est là. Mais en fait, on le fait quand on a fini de déballer les cartons et qu'on a fini de ranger, quoi. Oui. Après, voilà, s'il y a un client mais regarde, on paye pas la salle de sport, du coup. Non, mais pas la salle de sport. C'est vrai que je suis ressortie avec des bras. Je vous ai invité pour cette dernière émission, car du 13 au 16 juillet, il y aura la Japan Expo à Paris. Est-ce que vous comptez y aller, et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce festival ? Alors, non, je ne compte pas y aller. C'est quand les dates ? Du 13 au 16 juillet. Ouais, alors non, je compte pas y aller parce que moi je serai en vacances en Corée. Voilà. C'est quand même plus sympa. Désolé les rageux. Alors non, je ne compte pas y aller non plus parce que pour le coup, moi j'ai été libraire sur la Japan Expo pour Panini Comics, et c'est hyper. Moi j'ai un alors, secret, attention, j'ai un peu de mal avec la foule, et pour l'avoir fait aussi bien en tant que libraire qu'en tant que visiteur, c'est hyper angoissant d'avoir autant de gens et autant de machins. Et je trouve que pour le coup, c'est un peu. Alors, désolé pour ceux qui adorent, je peux comprendre, mais pour moi, c'est de l'abattage. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes du côté libraire, vous n'avez aucune relation client. Vous êtes là pour tendre des livres le plus vite possible, encaisser le plus vite possible, et voilà, faire vraiment moi ce que j'appelle de l'abattage. Alors que c'est différent quand on est en boutique, on a le temps de prendre le temps avec chaque personne. Et c'est bruyant, c'est machin. Après, je peux comprendre parce que ça permet d'avoir accès à plein de choses au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, la Japan Expo, l'idée c'est de réunir tous les éditeurs qui viennent présenter leurs nouveautés éventuellement, puis leur catalogue, et aussi qui font venir des auteurs en dédicace. Donc ça, c'est quand même le temps fort de pouvoir rencontrer des auteurs qu'on aime bien, et aussi de trouver des stands de un peu tout. Donc pour des gens qui n'ont pas forcément dans leur ville de magasins de Japanime ou de produits dérivés, ou même parce que là il y a tout, il y a de la bouffe, il y a du vêtement, il y a vraiment. Puis il y a plein de courants de la mode japonaise aussi, comme le visual kei ou des choses comme ça. C'est aussi un genre de hub social, parce que mine de rien le manga, il y a beaucoup de fandom sur internet qui se développent, et il y a des gens aux quatre coins de la France qui correspondent grâce au manga sur le manga, et qui ne peuvent se retrouver que à la Japan Expo. Et du coup effectivement moi je suis un peu comme Julia, la foule c'est pas trop mon délire. J'ai fait quelques fois la Japan Expo, mais je comprends effectivement ceux qui attendent la Japan Expo avec impatience pour retrouver les potes qu'on voit jamais, pour avoir même des trucs en avant-première, du matériel promo exclusif, mais alors ça, tu vois, c'est bien pour les gens, mais c'est pas forcément bien pour les libraires, parce que à ce moment-là, en fait, ils vont proposer des goodies exclusifs sur les stands pour l'achat, notamment sur des titres qui viennent de sortir, et donc du coup, c'est le moment où en librairie, vous recevez vos nouveautés,
et vous en vendez beaucoup moins que d'habitude parce que vos clients habituels sont allés à Japan et ils sont allés récupérer leurs bouquins là-bas pour avoir une planche de stickers, un goodies, un truc comme ça. Et quand on est fan et quand on collectionne les goodies, je comprends totalement qu'on fasse ce choix-là. Mais c'est vrai qu'en tant que libraire, des fois, ils nous ont abandonnés. Mais ils vous aiment toujours, quand même. Oui, ils reviennent. Nous aussi, on parce les que nos aime. clients sont les meilleurs. Est-ce qu'il existe d'autres festivals, peut-être, en France, sur le manga ? Oui, parce qu'il y en a même un à Caen, mais pour le coup, je ne l'ai jamais fait. Alors, il y avait les Geek Days. Il y a les Geek Days Il y a les aussi. Geek Days, mais là, c'est pas que manga, c'est tout l'univers geek en Ouais. général. Alors oui, il y en a d'autres, j'ai pas Il y en les noms avait en un tête. c'était l'Épitanime, mais je crois que ça n'existe plus. Ouais. C'était parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vais Oui, regarder, mais je alors, crois que ça il existe y en a plus. d'autres. C'était à l'EPITA, l'école d'ingénieurs, et c'était en parallèle de la Japan Expo. Moi, à l'époque, je faisais les deux quasiment en même temps. Il y a quoi d'autre ? Il y a la Paris Manga aussi. Oui, Manga, aussi, oui, ouais. c'est vrai. Mais oui, et puis après, il va y avoir... parce que c'est vrai que les gros festivals vont surtout être sur Paris. Et après, il y a beaucoup de villes de taille moyenne, que ce soit Caen ou d'autres, qui vont avoir des festivals un peu plus petits, et du coup plus locaux, ouais, plus des locaux, choses plus plus régionaux. Mais il y a forcément moins de... c'est plus compliqué de faire venir des auteurs japonais, en tout cas, parce qu'il y a des auteurs de manga français qui peuvent se déplacer. Et c'est plus compliqué aussi d'avoir des goodies exclusifs de la part des éditeurs. Ouais. C'est pas grave pour le festival, Julia. Non, mais ça a plus l'air d'exister. Enfin, Non, mais voilà. moi, pareil, sur la version illustrée, je Ça mettrai marche. ce qu'il faut. Question un peu compliquée, mais en même temps, je pense que ça va vous venir très vite. C'est quoi les préjugés sur les mangas que vous en avez marre d'entendre ? C'est pas des vrais livres. Ouais, On a parlé tout à l'heure. Moi, je pars du principe que si un enfant lit, il lit, que quel que soit Ouais. ce qu'il C'est lit. L'important, c'est qu'il ait envie d'ouvrir un bouquin et de regarder quelque chose. Mais il y a malheureusement des gens qui sont catastrophés par oh mon Dieu, de toute façon, on lit Oui. plus que du manga. C'est ça, les jeunes ne lisent plus, ils ne lisent que du manga. Il y a aussi... Il y a eu la même chose avec les BD, de toute façon. Oui, je Oui, pense et que... puis c'est assez cyclique, ça revient. Il y a aussi le fait que oh non, les mangas, moi je lis pas ça, c'est pour les gamins. Moi aussi, Oui, je vais te mettre des mangas dans les mains, tu les donnerais pas à ton gamin parce que t'as pas envie qu'il lise des trucs comme ça. Viens voir le rayon hentai. ouais. Oui, ou même, Non, mais oui. Même Berserk, tout Bien simplement. sûr, C'est moche, c'est pas bien dessiné. Oui, il y a ça là là, aussi, c'est c'est pas toujours bien des dessiné. expressions. Et parce que c'est des gens qui ont souvent ouvert un seul manga et puis ont pris un préjugé ou un a priori là-dessus. Ils les ont lus à l'envers en plus. Donc c'est pour ça qu'ils puis comprennent en rien. plus, ça file pas dans le bon sens de lecture. Non, il y a un a priori, alors que des fois, j'ai des gens qui viennent pour leurs enfants ou leurs petits-enfants et qui me disent « Ah, mais moi, j'en lis pas parce que de toute façon, c'est pour les petits. » Puis, on essaye d'être pédagogue dans ces moments-là et puis de dire « Bah non. » Enfin, genre, par exemple, vous aimez quoi ? Vous aimez lire, nous, on prend un peu ça comme ça. Qu'est-ce que vous aimez lire en général, en roman, en BD, en machin ? Ah, j'aime bien les policiers. Bon, écoutez, je vais... Parce que nous, le classement au bazar, c'est par bibliothèque, et dans chaque bibliothèque, on a un style. Donc, on va plutôt classer comme ça, policier, science-fiction, voilà. Et on va leur dire, voilà, qu'est-ce que vous aimez ? Donnez-moi des titres que vous avez aimés, parce que on est tous un peu calés un peu dans tous les domaines, on ne fait pas que notre domaine de prédilection. Et ils vont me dire, par exemple, je sais pas, j'aime bien les Fred Vargas. Bon, voilà, moi, je vais leur dire, écoutez, ça. Et puis, j'ai des gens qui sont revenus, et puis qui sont revenus plus tard en me disant, en fait, j'ai lu, c'était bien. Et ils sont étonnés eux-mêmes d'avoir apprécié quelque chose qu'ils n'auraient pas ouvert. Et ça, c'est chouette, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà eu effectivement, comme tu disais, ta mamie qui t'a acheté des mangas. On a plusieurs fois, pareil, des grands-mères qui viennent acheter pour leur petit-fils, pour leur petite-fille. On parle un petit peu et qui disent « Oh là là, mais c'est pas de mon âge, tout ça. » Et on fait « Si, il n'y a pas... » C'est pas parce que c'est du manga qu'il y a un âge pour... il y a un âge limite pour lire du manga, quoi. Non, pas du tout. Il y en a pour tout le monde. Et est-ce que vous voyez le manga évoluer ? Est-ce que vous voyez une demande actuelle différente d'il y a quelques années, par exemple ? Moi, je parle vraiment du côté éditeur, les catalogues des éditeurs, et notamment grâce aux efforts de certains éditeurs comme Kiun, Kurokawa, Kata, des choses comme ça, ça se diversifie. Parce qu'on va dire que dans les années 80-90, on était quand même sur le shonen,
le shoujo avec ses codes, ses machins. Enfin, après, c'est nous ce qu'on en voyait, parce qu'il faut imaginer aussi que la production japonaise, on en récupère un tout petit peu au travers des choix que font les éditeurs français et de ce qu'ils sélectionnent comme titre. Donc c'est toujours c'est une vue de ce qui se fait. Mais là, ils essayent vraiment de diversifier les catalogues, de proposer des titres en fait qui vont être plus en accord avec l'air du temps. Et des fois qui abordent des sujets pas faciles du tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant, et puis c'est culotté de faire ces choix, de sortir des mangas qui vont pas forcément être des choses qui vont ultra bien marcher en termes de vente, mais qui vont permettre à peut-être des jeunes de plus se reconnaître et puis d'être touchés, et puis ou même à des parents d'aborder des thèmes qu'ils n'auraient pas pu aborder avec leurs enfants. C'est vrai qu'il y a des éditeurs qui vont chercher des trucs un peu plus de niche, parce que comme disait Julia, en fait, dans les années 90, début 2000, les éditeurs, pour aller chercher les mangas qu'ils ramenaient en France, ils regardaient ce qui se vendait le plus au Japon, ils achetaient la licence, ils la ramenaient. Et c'est plus trop vrai maintenant. Ils vont chercher des trucs, effectivement, il y a certains éditeurs, ils vont chercher dans les trucs de niche. Après, c'est aussi parce que c'est des licences qui vont être plus faciles à acheter. Mais du coup, c'est du bénéfice pour tout le monde, parce que nous, on a une meilleure offre avec des trucs, des trucs qui abordent des sujets qui n'étaient pas disponible avant en manga en France, en tout cas. Et il y a aussi, pour le coup, c'est Kiyun qui fait ça, la volonté de travailler avec des auteurs japonais, pour le coup, qui font des créations originales pour le marché français. Et donc, on se retrouve avec des auteurs japonais qui peuvent être, par exemple, fans de BD franco-belge et qui vont avoir une patte graphique qui va vraiment changer et qui proposent des titres complètement originaux qui sont pas sortis en prépublication au Japon et qui sont faits pour nous et qui sont d'une qualité assez rare. Moi, je pense notamment à un titre de science-fiction qui s'appelle Tsugumi Project, où le héros du coup est français et où c'est de la SF, et c'est assez fou. En plus, c'est une série qui va être assez courte, puisque si je ne dis pas de bêtises, ça va se terminer au 7. Et graphiquement, ça met une claque, quoi. Et on voit qu'il est fan de Moebius, qu'il y a des influences complètement folles, et puis ils font des petits bouquins où ils font des extraits. Quand il présentait la série, il y avait une interview et il disait « Moi, j'adore la France, j'ai été influencé par plein d'artistes français ». Et c'est chouette, je trouve que du coup, on arrive à emmener le manga plus loin, ou faire juste de l'import, on arrive à faire des créations à mi-chemin. Je trouve que c'est un peu l'avenir du manga, je pense. Dernière question pour conclure cette première partie. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un site internet où on peut suivre vos actualités ? Alors, si vous voulez nous voir faire plein de bêtises, de préférence, allez nous voir sur Instagram, pour le coup. Et puis, sinon, on est partout. On est sur TikTok, on est sur Insta, on est sur Facebook. Mais le mieux, c'est de venir nous voir en boutique. La boutique qui est située place des 4 ans, on rappelle. Alors, c'est même 19 rue des Teinturiers. C'est ça. 19 rue des Teinturiers, ça marche. Il y a le tram qui vous emmène juste devant, vous avez aucune excuse. Il est temps de faire une courte pause musique, et pour l'occasion, je vous ai choisi une musique tirée de la BO d'un animé qui a bercé mon enfance et mon adolescence. La mangaka de l'œuvre originale s'appelle Kaori Tada et l'animé s'appelle Embrasse-moi Lucille. On retrouve les conseils lecture d'Abel et Julia juste après un tour sur l'autoroute du groupe fictif de glam rock Beehive. Bouge, pas, j'ai la honte à profit.
Vous êtes de retour avec Anaïs pour Les mots passants et vous venez d'écouter Un tour sur l'autoroute tiré de la BO de l'animé Embrasse-moi Lucille, un petit retour en enfance pour beaucoup d'entre nous. En première partie, Abel et Julia, deux libraires du Bazar du Bizarre, nous ont parlé manga, donc si vous avez loupé des infos, vous pouvez retrouver la version illustrée de l'émission qui sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube, toujours Anaïs Lemoine. On n'a pas fini de parler manga, comme à chaque émission il est maintenant temps de parler lecture et je commence par la question toujours compliquée, c'est quoi votre manga préféré? Oh, c'est dur. Alors, moi, au final, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Moi, ça va être Yu Yu Hakusho. Parce qu'il y a un affect particulier. C'est le premier manga en dehors de Dragon Ball que j'ai vraiment lu jusqu'au bout et qui m'a fait vraiment m'intéresser au manga plus que juste en surface, en fait. Du coup, Yu Yu Hakusho pour moi. Ça va être difficile, je peux pas dire vraiment que j'ai un manga préféré, parce que j'ai des mangas qui m'ont mis des claques, ou qui ont influencé, je pense, mon univers personnel aussi. Je pense que, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'un des premiers... moi, j'étais une jeune gothique, alors du coup, Triple Xolic, l'univers me parlait énormément, et surtout l'univers de Clamp, qui, en fait, on a l'impression que c'est de l'univers pour enfants. En fait, ça peut être très sombre, et ça peut être... Tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle, pour ceux qui connaissent pas? Alors, le studio Clamp, en fait, déjà, c'est plusieurs jeunes femmes, en fait, qui se sont mis ensemble pour dessiner, et pour créer un univers cohérent dans lequel interviennent plusieurs personnages qu'on va croiser sur les différentes séries, notamment Sakura et Shaolan, qui sont dans Tsubasa Reservoir Chronicle, et on va recroiser Sakura dans Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura qui est souvent vu comme un manga pour enfants, alors qu'en fait il y a plusieurs lectures, notamment avec Tiffany, la meilleure amie de Sakura, qui au fait est amoureuse d'elle. D'autres relations aussi homosexuelles qui sont sous-entendues et qu'en fait qui sont un peu gommées quand il y avait l'animé Cardcaptor, le grand frère et son meilleur ami. Grand frère et son meilleur ami, voilà, dont Sakura est amoureuse du meilleur ami, mais elle se rend pas compte qu'il préfère le grand frère aussi. Mais c'est super choupi parce que c'est fait avec délicatesse. Et dans Triple Xolic, en fait, on va suivre un personnage au début. Alors, je veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est un personnage qu'on va retrouver dans d'autres univers et en fait, qui a son importance, qui commence à travailler dans une mystérieuse boutique tenue par Yuko, qui est une jeune femme très mystérieuse, très grande, et lancée avec des longs cheveux noirs, qui est aidée par deux petits aides et qui vend en fait des choses dans sa boutique. En fait, les gens rentrent toujours dans la boutique parce qu'ils ont besoin de quelque chose et elle va leur donner, quitte à ce que... Parce que eux sont persuadés d'en avoir besoin et en fait, ils vont apprendre des leçons de vie, des choses comme ça, des fois de façon dramatique. Et à travers ça, on va suivre donc le jeune homme qui arrive dans cette boutique pour y travailler, un de ses amis qui est dans son lycée et la fille dont il est amoureux, son love interest. Ça se finit pas forcément super bien. Je crois que c'est un peu la première fois où j'ai pignoufé sur un manga un peu. Ça, c'est généralement les mangas ou les livres où ça se finit pas bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est une manière de dire il est bien écrit. Alors, c'est pas toujours le cas, mais quand j'ai envie de jeter le livre à la fin ça peut être positif. C'est quand t'es frustré, effectivement, que ça soit terminé, que tu te dis pas « Oh non, encore un tome », mais que tu te dis « mais c'est fini, là, j'en lirai plus ». C'est audacieux aussi de faire une fin où ça se termine mal. Je trouve ça super audacieux. Ah c'est un choix, et après on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça provoque des choses. Alors ça, c'était vraiment mon premier manga, et je pense que ces dernières années, j'ai vraiment été marquée par donc un manga qui a été édité chez Vega qui s'appelle Natsuko no Sake, qui est en 6 tomes, et c'est très marrant parce que j'ai eu une expérience avec ce manga. Il est arrivé, c'est la première fois qu'il était publié chez nous, et je me suis dit en le feuilletant, je me suis dit tiens, c'est marrant, le mec il fait semblant qu'il est dans les années 80 parce que le graphisme était très marqué années 80, et je le lis et là je me dis non, mais de toute façon ça se voit que c'est un manga moderne parce que ça parle de la place de la femme dans la société, la désertification des campagnes, l'agriculture biologique, voilà, ça parle de plein de choses. Et là en fait, en regardant la date de publication au Japon, non, années 80. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui vient d'une famille de producteurs de saké. Elle est partie faire de la pub à Tokyo. Elle est un peu déçue de cet univers-là et un jour on l'appelle pour lui dire ce serait bien que tu rentres, ton frère il a une petite grippette, là, ce serait bien que tu viennes lui faire un petit coucou. Donc elle rentre, son frère lui dit en fait moi ce que je veux faire c'est faire le meilleur saké du Japon. Pour ça il faut que je cultive un riz qui se cultive de façon biologique, mais moi c'est mon rêve. Et puis quelques temps plus tard on la rappelle, elle est rentrée à Tokyo, puis on l'appelle et en fait ton frère est mort, il avait un cancer. Donc pas le bon move. Je ris mais c'est un rire jaune. Non mais moi c'est pareil, moi je lisais puis là c'est la petite larme quand même qui commence à venir et puis elle se dit putain ma vie en fait c'est nul ce que je fais, en fait ça n'a aucun sens. Je vais rentrer dans ma campagne et je vais faire le meilleur saké du Japon. Pendant tous les tomes on est derrière elle, c'est-à-dire que moi le saké j'en bois pas, je m'en fous.
Mais là, j'ai appris plein de trucs sur le saké et j'ai envie qu'elle y arrive et je suis à fond derrière cette nana-là, derrière ses combats et pour s'imposer en tant que femme dans un univers d'hommes, on la prend pas forcément au sérieux, etc. Enfin, voilà. Et il y a plein de personnages qui gravitent autour d'elle et je trouve que c'est super bien écrit et c'est super beau, quoi. Je le conseille à tout le monde. Moi, j'ai pas réfléchi longtemps parce que c'était mon manga préféré. Ça s'appelle Jeu d'enfant. C'est de Muneyuki Kaneshiro. Je pense que vous devez connaître forcément la série puisque ça s'appelle Squid Game. Alors, j'ai pas aimé la série. Vraiment, je l'ai trouvé... bon, je m'étendrai pas sur le sujet. J'ai découvert le manga quand j'étais ado et ça parle d'un lycéen. Un jour, il est en classe et devant ses yeux et devant les yeux de tous les camarades, la tête du professeur explose. Il y a un Daruma qui apparaît sur le bureau et le jeu que leur propose le Daruma, enfin leur impose carrément, c'est de jouer à 1, 2, 3 soleil et ceux qui bougent quand ils se retournent, il se fait aussi exploser la tête. Et celui qui arrive à appuyer sur le bouton du Daruma pour le désactiver gagne le droit de sortir de la classe. Le manga suit le même principe des épreuves et il va se retrouver avec d'autres élèves qui ont gagné eux aussi dans leur classe et au fur et à mesure ils vont devoir survivre dans le même principe que Squid Game, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus mature et avec des personnages beaucoup mieux écrits tout simplement. Et j'ai découvert après avoir regardé Squid Game que la série était inspirée du manga, donc je pouvais pas dire que c'était nul sans savoir que c'était le manga. Mais non, si vous voulez du vrai bon je sais pas comment on peut appeler ça ce genre-là, mais de la survie un peu comme ça, je pense que le manga vaut plus le coup que tout ce qui est Alice in Wonderland, Squid Game, ce que vous pouvez trouver de toute façon en série. Borderland. Alice in Borderland. J'ai dit quoi? Wonderland comme le truc de Cyril, quoi. Oui. C'est pas grave. Désolé. Donc c'est mieux que Squid Game et c'est mieux que Alice in Borderland et non pas Wonderland de Lewis Carroll. Est-ce qu'il y a un manga, je pense que oui évidemment, mais qui mériterait vraiment d'être mis en avant, qui n'est pas très connu? Franchement, il y en a tellement. Parce qu'en fait, moi, un truc que j'aime pas trop, c'est que les éditeurs ont tendance à mettre le paquet sur des trucs où ils savent que ça va marcher. Ouais, mais c'est ça dans toutes les librairies de toute façon. Et... Ben ouais, genre ça va être le nouveau Naruto ou le nouveau One Piece ou le nouveau machin. Moi, j'ai pas envie qu'on me vende le nouveau One Piece ou le nouveau Naruto. Ouais, on sait déjà que ça va marcher, il y a pas besoin. C'est ça, moi j'ai pas envie qu'on me mette le paquet ou qu'on me donne des goodies à donner pour ça. Moi, j'ai envie qu'on me donne des goodies à donner sur des petites licences ou des trucs où il va falloir aller le chercher, il va falloir le proposer, il va falloir... Enfin, là, par exemple, il y a un manga que j'aime beaucoup, mais qui est pas très vendu. Ça s'appelle BL Métamorphose. Et c'est une petite série courte, en fait, sur une amitié intergénérationnelle entre une libraire qui est fan de yaoi, mais qui n'ose pas le dire, et une mamie qui va découvrir le yaoi par hasard, qui rentre dans une librairie, qui est attirée par une couverture, qui va se mettre à lire du yaoi. Et en fait, elles vont nouer une amitié, parce qu'en fait, la jeune fille, elle peut pas en parler à ses copines, parce qu'elle a un peu honte de lire du yaoi. Et la mamie, elle connaît personne d'autre qui en lit, donc du coup, elles vont, jusqu'à aller faire des conventions de yaoi ensemble et tout. Et j'ai trouvé que c'est assez beau, quoi. Et ça, toi, Abel? Une série qui mériterait plus d'attention. Je suis en train de chercher. Du coup, je suis en train de découvrir que en fait, j'ai des goûts très très mainstream. Pour le coup. Moi, j'ai cherché. J'en avais trop en tête et je me suis dit, je vais pas pouvoir faire le tri. Je pensais à Parasite, mais depuis qu'il y a eu l'animé et la réédition par Glénat, ça a pas mal décollé. Sinon, éventuellement, plus que une série. Ce serait même un auteur. Moi, j'aime beaucoup les séries courtes et les one-shots de Tetsuya Tsutsui, qui fait beaucoup de... En fait, il fait du seinen à mi-chemin entre y a le polar, l'horreur, la SF, l'anticipation. Et ces séries font au maximum 3 volumes pour l'instant. Et elles sont toutes très très chouettes. Il a fait Dodson et Reset, que j'avais lu à l'époque en 2006. Il a sorti Manhole, qui est vachement bien, Poison City. Il a fait quoi encore je sais plus, j'ai plus les titres en tête, mais je trouve que en tout cas chez nous c'est un auteur qui ne part pas assez par rapport
la qualité de ce qu'il produit. Et les auteurs, il y a des auteurs comme ça où on a vraiment des coups de cœur et tout ce qu'ils font, c'est génial. Genre, moi, je pense à John Tarraschin, qui a fait Goodbye, I Love You, ou là, plus récemment, Ocean Rush. Et c'est d'une qualité, c'est assez fou. Et c'est un peu méconnu. Des fois, on est un peu triste en tant que libraire, parce qu'on a nos coups de cœur, puis on voit certains trucs qui partent énormément, et à côté, la pile que nous, on aimerait voir partir, qui ne descend pas, et quand on doit les renvoyer, c'est vraiment un crève-cœur. Je me doute bien. Il y a des séries qu'on garde jusqu'au maximum, et puis après, on regarde les ventes, et non, ça ne part pas, on a beau les conseiller, les gens n'accrochent pas, et du coup, c'est triste, il faut s'en séparer. Voilà. Il faut tous les acheter. Oui, alors ça c'est le problème du libraire aussi, c'est quand tu ramènes après chez toi et qu'au bout d'un moment tu n'as plus d'étagères, il faut racheter des étagères, et quand tu n'as plus de murs pour mettre des étagères, il faut acheter des murs. Faut acheter des murs. Là, ça commence à être un budget. C'est le même budget, Je suis en train de lire Akira en ce moment, de Katsushiro Otomo, donc ça c'est plus à présenter. Mais vous, en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Là en ce moment, moi, j'ai la pile que j'ai ramenée hier. J'allais dire la même chose. Tous les jours, on ramène des piles des sorties. Et du coup, souvent, on est à jour sur nos séries préférées. Ouais. Et du coup, au final, ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que t'as dans ton sac ? J'ai un manga qui vient de sortir, quoi. La veille, ouais. Là, je suis assez pressé pour ma part. Pour le coup, c'est une série que j'aime beaucoup. Je vais me tenir à jour. C'est le tome 8 de Frieren, qui est une série de fantasy très très chouette, qui prend son temps, qui est super bien dessinée et qui est plus adulte. Alors bon, on est à la radio, je fais des guillemets avec les doigts, donc c'est un peu con, mais qui est plus adulte que les séries de fantasy habituelles, et c'est vachement bien. Et qu'est-ce qui est dans ma pile aussi ? J'ai des petites séries d'horreur de chez... les petites séries d'horreur de chez Omake, c'est des séries courtes. Moi, j'aime beaucoup Omake Books. Ils font des séries courtes. Là, j'ai Watch and Die, Psychopath Girlfriend. J'étais sûre que c'était celle que ici, ce matin, j'ai lu aussi le tome 2 de Partners 2.0, qui est très très cool. C'est de la tranche de vie, en fait, sur un jeune homme, une jeune femme, qui ont tous les deux marre des relations de couple. Voilà, ça les fait chier, à chaque fois ça se termine mal, et à chaque fois ils tombent sur des gens relous. Et du coup, ils décident ils se rencontrent et ils décident de devenir, alors moins qu'en couple, mais plus que des sex friends. Et des amants, quoi. Ouais, ils se voient, et puis ils couchent ensemble, et puis ils vont au resto, et puis des fois ils se voient juste pour aller au resto, ou comme ça pour passer du temps ensemble, mais ils veulent pas s'engager dans une relation de couple, et voilà. Okay. C'est de la tranche de vie sympa. Pour l'instant, on n'est qu'à deux volumes. Il y a c'est un peu sexy aussi, hein. Mais c'est un sujet qui a l'air intéressant. En plus, aujourd'hui, on essaye de déconstruire aussi cool, les relations, les modèles qu'on a l'habitude de voir. Donc ça peut être sympa. Et en dehors du manga, est-ce que vous lisez quelque chose en ce moment ? Est-ce que vous avez le temps de lire quelque chose d'autre ? Oui, je pense que, comme tous les libraires, on lit plein de trucs en même temps. Mais j'ai toujours une pile près de mon lit voilà. Il y a toujours des trucs. Notamment, on a un petit... on va lui faire coucou. On a un petit copain libraire qui est juste en face de la librairie, qui s'appelle Le Coin du Polar. Oui. Et qui a une connaissance encyclopédique. Oui. Non seulement du polar comme l'indique son nom, mais aussi des comics et du fantastique, fantasy, etc. Et moi, j'aime toujours aller le voir et choper un bouquin chez lui, parce que c'est un peu la carrière d'Ali Baba. Et donc, en ce moment, je lis du polar, en plus, dans mon sac. Moi, je dois avouer qu'en ce moment, j'ai du mal à lire autre chose que pour le boulot. Là, dernièrement, le roman que j'ai lu, c'était pour le boulot. Oui, c'est vrai, parce qu'on fait du roman aussi. Donc tu t'es sacrifié. Et je lis du comics, mais c'est aussi en partie pour le travail. Mais d'un autre côté, même si je travaillais pas là, je lirais du manga, du comics. Donc, c'est ce que t'aimes. C'est ça, c'est déjà ce que j'aime. Ouais, parce que Abel, même les jours où il travaille pas, faut le savoir, il vient se jeter les sorties et il repart avec une pile. Alors que pourrait se dire, c'est mon jour off, je fais d'autres choses, mais j'ai une excuse, j'habite à côté. Oui, tu as une autre excuse, t'aimes. Tu aimes ça. Oui, aussi. Eh ben merci Abel et Julia pour vos belles recommandations. Encore une fois, celles et ceux qui ne savent pas quoi lire en ce moment sont servis. Et si vous en voulez plus, c'est évidemment au Bazar du Bizarre qu'il faudra se rendre.
On y est, c'est la dernière émission des mots passants. J'espère que ce format vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré expérimenter la radio. Je partais de presque zéro parce que j'avais déjà interviewé des auteurs au Salon Époque comme Carole Martinez, Eliza Georgieva ou Mathieu Larnaudy, mais j'avais jamais touché à tous les petits boutons qui clignotent là. Heureusement que Philippe était là en renfort pour la technique, sinon l'émission aurait pas fait long feu. Et puis pour le montage audio, j'espère que c'était pas trop immonde vu que j'avais jamais fait ça non plus. Mais maintenant je sais ce que ça veut dire compresser une piste, donc bravo à moi-même. En tout cas, j'ai fait de très belles rencontres et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui sont venus partager leur passion de la littérature et leurs conseils lecture. Je fais un petit listing des précédents invités, comme ça si vous avez loupé ou que vous voulez les réécouter, les précédentes émissions, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle toujours Anaïs Lemoine. Alors dans l'ordre, les voici. Il y avait Corentin Huet, auteur du recueil de poèmes Les doutes étendus sur la corde à linge et libraire au Blond de Culture. Camille, influenceuse littéraire connue sous le pseudonyme Elie Demo. Cindy Mahou, chargée du projet DigiClimat, accompagnée par l'autrice Séraphine Menu, de la professeure et documentaliste Catherine Depoilly et ses deux élèves Iphigénie et Gabriel du lycée Mortagne-au-Perche. Les libraires BD de la rue Froide, c'est-à-dire Jean-Marie de la Cour des Miracles, Stéphane d'Univers BD et Grégoire de BD Rare. Gaëtz, l'auteur de la BD RIP. Lydie, organisatrice du Salon des dévoreuses de livres à Tiberville. Chloé et Caroline, les deux animatrices du club lecture Parole de mots à l'établissement public de santé mentale à Caen. Alexandra Gerbeau, autrice du recueil S'éveiller dans le noir, et enfin Abel et Julia, libraires du Bazar du Bizarre. Merci à tout ce beau monde d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, à Philippe pour sa patience et à Zartarn pour avoir composé tous les jingles de l'émission, et merci surtout à tous ceux et celles qui ont écouté les mots passants, que ce soit à l'antenne sur YouTube ou sur Mixcloud. Je suis très très heureuse d'avoir fait ce chemin avec vous. La radio, c'est pas fini pour moi, je suis toujours chroniqueuse dans l'émission Quand lit-on sur Radio Toucan, où vous pouvez continuer à suivre mes conseils lecture. Et puis bien sûr, j'ai plein d'autres projets. J'anime des ateliers d'écriture, mes textes sont disponibles à la lecture gratuitement sur mon site, mon album musical est sur YouTube et mes actualités sont sur Insta et Facebook. Je vous retrouve donc ailleurs, par-ci par-là. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de boire beaucoup d'eau et de lire beaucoup de livres. Merci encore d'être venus, Abel et Julia. On se quitte sur This Is My City, composé par Timothy Victor et mise en voix par Anna Meuret pour son rôle de Casey dans la série Skins. Une très belle chanson que je dédie à Caen, ma ville de cœur. C'était Anaïs pour la dernière des mots passants sur Radio 666. À bientôt. This is my town, this is my city.